Monsieur le Président, mes chers collègues, vendredi dernier, le Sénat a adopté en deuxième lecture les deux projets de loi relatifs aux modes de scrutin locaux qui nous ont occupés déjà au sein de cette Assemblée de longues heures. Alors c'est une différence importante avec la première lecture, puisque le Sénat avait alors rejeté le projet de loi ordinaire qui comporte les éléments essentiels de la réforme, n'adoptant que le projet de loi organique qui contient principalement des mesures de coordination. À l'issue de cette deuxième lecture par le Sénat, plusieurs articles sont d'ores et déjà adoptés conformes par nos deux assemblées et ne sont donc plus en navette. Au total, il s'agit de 16 articles du projet de loi et de 5 articles du projet de loi organique. Et parmi ces dispositions adoptées en termes identiques, je citerai la concomitance et le report à 2015 des élections départementales et régionales, l'abrogation du conseiller territorial, la nouvelle dénomination conseil départemental au lieu de conseil général, la nouvelle répartition par arrondissement du nombre de conseillers de Paris, l'inscription dans la loi de l'ordre du tableau des membres des conseils municipaux. Pour autant, de nombreuses dispositions restent en discussion. Sont ainsi encore en navette 38 articles du projet de loi et 3 articles du projet de loi organique. Afin d'en venir rapidement à l'examen des amendements portant sur ces articles, je m'en tiendrai à ce stade aux plus grands enjeux. Les élections départementales. Tout d'abord, sur cette partie du texte, la situation est relativement simple puisque le Sénat a supprimé la totalité des articles qui constituaient l'un des éléments majeurs de la réforme, à savoir l'instauration du scrutin binominal paritaire. Il s'agit des articles 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 et 12. Sans surprise, je vous proposerai donc des amendements de rétablissement dans leur rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. À une différence près, cependant, pour ma part, je vous proposerai d'en rester à 12,5% des inscrits pour le seuil à partir duquel il est possible de se présenter au second tour. Il ne vous aura d'ailleurs pas échappé qu'un large accord était intervenu au Sénat avec l'avis favorable du gouvernement sur ce point avant que l'article ne soit lui-même rejeté. Curieusement, puisqu'il a rejeté tout le reste, le Sénat a adopté en le modifiant l'article 23 qui fixe les règles applicables au futur redécoupage cantonal. Donc c'est quand même intéressant parce que nous avons supprimé le conseiller territorial. Le projet de loi tel qu'il nous arrive ne se dote plus d'un mode de scrutin, mais par contre donne les conditions dans lesquelles on fera le découpage pour un mode de scrutin qui n'existe pas. Alors, je reviens à l'article 23. La plus importante modification apportée à cet article concerne l'écart maximal par rapport à la population moyenne des cantons d'un même département, pour lequel le taux de plus ou moins 20%, qui nous a là aussi largement occupé en première lecture, a été remplacé par un taux de plus ou moins 30%. Vous connaissez ma position sur ce point, j'ai eu l'occasion de l'exprimer à plusieurs reprises à l'occasion de l'examen de ce texte en première lecture. Pour autant, compte tenu du large accord dont cette modification a fait l'objet au Sénat, y compris de la part du gouvernement, et compte tenu de l'attente exprimée en ce sens sur tous les bancs de notre Assemblée par de nombreux collègues, je ne vous proposerai pas aujourd'hui de revenir dessus. En revanche, je vous proposerai de revenir sur 2 autres modifications apportées aux règles du découpage cantonal d'ampleur plus limitée. La première parce qu'elle ajoute des contraintes, à mon avis, intenables au redécoupage, sur la taille des communes à inclure dans un canton unique. Et la seconde parce qu'il s'agit d'une fausse bonne idée issue d'un amendement de du sénateur Jean-Jacques Hyest, découpant chaque canton en sections cantonales et voté par le Sénat, si j'ai bien compris, un peu à l'insu de son plein gré. J'en reviendrai maintenant au volet élections municipales et intercommunales. S'agissant de l'abaissement du seuil séparant les 2 régimes électoraux municipaux, le Sénat a rétabli le chiffre de 1000 habitants prévu par le projet de loi initial. Il a aussi supprimé en 2 temps les dispositions visant à diminuer de 2 unités l'effectif des conseils municipaux des communes les moins peuplées. Pour le reste, il a maintenu, moyennant quelques modifications rédactionnelles, l'essentiel des dispositions que nous avions adoptées dans le but de moderniser ce mode de scrutin, et notamment le principe de l'obligation de dépôt des candidatures. Il a jugé prématuré l'application de cette réforme en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, alors que nous avions recherché à étendre aux communes de ces collectivités le bénéfice de la réforme, tout
tout en conservant les particularités existantes, notamment du fait de l'insularité de ces communes. Sur les questions relatives aux candidatures, le Sénat a durci, de mon point de vue excessivement, le régime des inéligibilités que nous avions adopté. Il a en revanche, cherché la cohérence, supprimé la nécessaire mise en conformité du régime des incompatibilités entre un emploi salarié et un mandat intercommunal. Il y aura donc là des amendements de votre rapporteur pour privilégier l'incompatibilité et non pas l'inéligibilité, qui est quand même une restriction majeure par rapport au fonctionnement de notre démocratie. Le Sénat a aussi validé, moyennant quelques modifications rédactionnelles, le principe de la suppression de la faculté de reversement de l'écrêtement des indemnités des élus. S'agissant de l'élection des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, le Sénat a profondément modifié le dispositif que nous avions adopté sur plusieurs points. Tout d'abord, il a retenu l'appellation de conseiller communautaire pour désigner les futurs élus. J'avais eu l'occasion de dire toutes les préventions que m'inspirait l'adjectif communautaire, qui me semble impropre, ambigu, et ne parle pas à nos concitoyens. Preuve en est que les appellations retenues pour les EPCI sont, par exemple, pour les principaux, Grand Lyon, Lille Métropole, Montpellier Agglomération. Ils mettent l'accent sur le caractère intercommunal et métropolitain et non sur la notion de communauté. Je vous proposerai donc de revenir à notre version du conseiller intercommunal. Ensuite, le Sénat a adopté un dispositif de fléchage des élus intercommunaux semblable à celui qu'il avait adopté en commission en première lecture et qui permet la mise en place d'un fléchage alternatif au moyen d'une liste intercommunale séparée, en lieu et place du dispositif prévu par le gouvernement qui prévoyait que les premiers de liste municipale seraient automatiquement fléchés, que nous avions assoupli en permettant des remplacements. Alors, puisque les associations représentant les élus des EPCI semblent tant tenir à ce système, je m'y rallie bon gré, mal gré, moyennant à tout le moins quelques amendements d'amélioration d'écriture, à défaut de lisibilité. Enfin, le Sénat a inséré différentes dispositions prévoyant que dans certains cas, les représentants intercommunaux seraient désignés par le conseil municipal et non plus élus directement. Si le sectionnement électoral rendait impossible la répartition des sièges entre toutes les sections électorales, si un élu désigné dans l'ordre du tableau dans une commune peu peuplée venait à démissionner. Il me semble que la pratique républicaine veuille au contraire qu'on remplace un élu de suffrage universel direct par un autre élu du suffrage universel direct. Ainsi, comme en première lecture, si le sectionnement électoral rend difficile l'élection au suffrage universel direct des conseillers intercommunaux, je vous propose de supprimer ce sectionnement et non pas l'élection. Le Sénat a aussi supprimé un certain nombre de dispositions sur lesquelles nous avions travaillé en commun. Je pense à l'élection des représentants intercommunaux au sein des syndicats d'agglomération nouvelle ou de l'introduction de la parité au sein des bureaux des EPCI. Je vous proposerai donc de rétablir ces dispositions. Enfin, le Sénat a adopté un amendement mettant en place un nouveau mode de scrutin pour les élections régionales, prévoyant une élection au scrutin proportionnel dans le cadre du département, au lieu des listes régionales découpées en sections départementales. Ce dispositif est incomplet tel qu'il a été introduit par le Sénat, puisqu'il ne prévoit pas le nombre de sièges par département. Il n'a par ailleurs pas de lien avec l'objet du texte. Je vous proposerai donc de ne pas conserver cet élément de réforme quelque peu improvisé. Comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, l'intention de ce projet de loi n'était pas de modifier le rôle, le mode de scrutin régional à l'œuvre depuis 2004, même si la tentation n'a pas manqué d'effleurer sans doute certains d'entre nous. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire sur le résumé du texte tel qu'il nous revient après son adoption en deuxième lecture par le Sénat. Merci beaucoup, Monsieur.